bienvenue pour cette conférence sur ce thème « Favoriser l'estime de soi de nos enfants et adolescents ». Avec ces deux questions, quels sont les impacts, les manifestations d'un manque d'estime de soi ou d'une saine estime de soi, et comment aider nos enfants à développer cette estime d'eux-mêmes. Alors, en vous accueillant ce soir, j'ai conscience que peut-être qu'une partie de vous-même, se dit « Oh là là, je sens qu'en entendant tout ce qu'elle va raconter, je vais culpabiliser, voilà, il va falloir que je remette tout en question, que je change des trucs. » Et en même temps, il y a une autre partie de vous-même qui veut être là, parce qu'elle se dit peut-être qu'il y a encore des choses que je peux découvrir pour avancer dans mon rôle de parent, pour continuer à me construire. Et avec tout ça, je vous accueille, et avec tout ça, vous êtes là d'ailleurs, pour vivre cette conférence. Alors, imaginez la blague carambar. Quel est le comble d'une fille qui manque de confiance en elle ? Là, vous retournez pour avoir la réponse. C'est d'animer une conférence sur la confiance en soi ou sur l'estime de soi. Et ça, c'est à peu près mon histoire. Je me souviens encore en primaire, je vois le visage de la directrice qui me dit « Mais Caroline, mais si seulement tu avais confiance en toi ». Alors j'ai bien entendu ces paroles, ça me parlait pas trop sur le moment. J'ai continué à avancer, et puis je me rendais bien compte, en effet, que dans ma vie, je sentais ce manque de confiance en moi, dans les groupes où j'étais mal à l'aise, dans les moments où trop de conversations où je rougissais quand je parlais d'un truc, mais je savais pas, mais sans comprendre, et en me disant bah oui, je suis comme ça. Et puis à 30 ans, j'en ai 38 aujourd'hui, à 30 ans, je découvre une animatrice d'atelier qui présente son atelier, et je me dis tiens, peut-être qu'il y a un truc en fait à faire. Et je m'inscris à son atelier, et là, au fur et à mesure de chaque journée d'atelier, je me rends compte qu'il y a des choses concrètes que je peux changer. Et très rapidement, en fait, il y a vraiment des choses que j'ai pu changer à l'intérieur de moi et qui, du coup, ont changé concrètement à l'extérieur, c'est-à-dire dans ma vie, dans ma relation aux autres, familiale, sociale, dans le travail, voilà. Et c'est ça, à la fin de l'atelier, c'est comme ça que je dis à l'animatrice, écoute, en fait, c'est ça ce que je veux faire. C'est ça ce que je veux faire découvrir maintenant à d'autres. Vous voyez, comme si d'une faiblesse émergeait tout d'un coup le sens, une force. Et je crois à ça. Et alors je me forme pour animer les ateliers. Et aujourd'hui, voilà, j'anime des ateliers pour adultes, pour lycéens ici, pour étudiants aussi, pour les prépas aussi ici. Et voilà, je propose ces ateliers et l'approche que j'ai choisie, parce que j'aurais pu faire autre chose, mais l'approche que j'ai choisie, c'est celle de Jean Montbourquette, c'est celle que j'ai vécue aussi en atelier. Alors pour vous le présenter en 2 mots, Jean Montbourquette, il était prêtre et psychologue et conférencier, animateur d'ateliers, accompagnateur de nombreuses personnes. Et lui, sa spécificité, c'était de réconcilier psychologie et spiritualité dans le sens où dans ma personne, j'ai à la fois des choses qui relèvent du psychologique, et là, je vais pouvoir faire quelque chose avec mon intelligence, avec ma volonté. Et une fois que j'ai cette psychologie saine, donc un jeu JE suffisamment fort pour gérer son quotidien, être ancré dans le réel, s'intégrer, se travailler, prendre ses responsabilités, je vais aussi pouvoir me mettre à l'écoute de mon intériorité profonde. Et vraiment, j'ai cette conviction qu'au cœur de chacun, il y a ce cœur profond, avec cette présence aimante à l'intérieur de nous, qui nous guide aussi peu à peu dans notre vie vers notre mission de vie. Le fait que nous avons chacun quelque chose à réaliser dans ce monde. Et donc, à la fois, qu'est-ce que je peux faire sur le plan psychologique avec mon intelligence et ma volonté pour gagner dans l'amour de moi, dans l'estime de ma personne et de mes compétences, et en même temps me mettre à l'écoute de cette identité profonde, de cette intériorité profonde, d'où va venir le sens ensuite de ce que je vais faire de ça. Et le sens qui va émerger, ce qui va me donner probablement une mission, des choses qui m'animent, que je vais pouvoir réaliser, ça va aussi me donner confiance en moi, chaque fois que je vais faire un pas vers cette mission. Alors voilà, c'est cette approche-là que je vous partage ce soir. Et on va, pour commencer, je regarde juste ce que je voulais vous dire.
Avoir une saine... Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que du fond de notre être, je voulais vous partager cette parole. Il est bon que tu vives, cela change quelque chose au monde. Cette parole qui vient comme un message qui vient du plus profond de nous, c'est aussi ça, nous comme parents, ce qu'on peut éveiller chez nos enfants, le regard qu'on peut porter sur nos enfants, ce regard qui dit « il est bon que tu vives, cela change quelque chose au monde ». Alors, ce que j'aime bien quand on aborde un sujet, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une vision, où est-ce que je vais ? À quoi ça sert de développer cette saine estime de soi chez nos enfants, d'avoir ce souci-là ? Qu'est-ce que ça permet d'avoir une saine estime de soi ? C'est de se savoir aimable et capable pour se tourner vers les autres et le monde qui nous entoure. Vous voyez, c'est comme commencer par soi pour ne pas finir par soi. Si je me sais aimable et capable, je vais ensuite pouvoir être beaucoup plus capable de m'ouvrir aux autres, d'accueillir ce qui vient de l'extérieur. Disposer de sa vie selon les inclinations les plus vraies et profondes de son être, ou faire des choix conformes à son identité, c'est-à-dire que si je sais que je suis aimable et capable, j'aurai moins besoin dans mes choix de me poser la question « qu'est-ce que les autres vont en penser ?» Vous voyez, mon critère pour qu'est-ce que je veux faire de ma vie, ce sera moins qu'est-ce que les autres vont en penser, qu'est-ce qui est bien vu, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois... Mais plutôt, qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce qui, moi, à quoi je me sens particulièrement appelée ? Qu'est-ce qui m'anime plus spécifiquement ? Et ça, c'est ce que permet l'estime de soi, de pouvoir petit à petit être à l'écoute vraiment de moi, ce qui vient du plus profond, qui va donner du sens à ma vie. Et réaliser sa mission personnelle, donc ça, voilà, le rêve de son âme mis au service de la société. Donc ça, c'est ce qu'on vise, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est tout un chemin, on a toute la vie pour grandir dans cette estime de nous-mêmes et vivre ça, être de plus en plus unifié entre ce que l'on fait et ce que l'on veut vivre, ce que l'on est et ce que l'on voudrait être. C'est tout un chemin et on partage un petit bout ensemble ce soir. Et en animant cette conférence, bien sûr, c'est au titre de ma formation sur ce thème-là, mais surtout comme parent. Avec 4 enfants, j'essaye aussi, comme je peux, de les faire grandir dans l'estime d'eux-mêmes. Et c'est surtout à ce titre-là que je partage avec vous des choses des prises de conscience que j'ai eues au fur et à mesure où j'approfondissais ce sujet-là. Et vraiment, c'est un chemin. Et il y a toujours aussi le pardon qui permet de revenir à la rencontre de notre enfant quand on sent que on n'est pas content de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Et c'est une manière de relever de nouveau l'estime qu'il a de lui-même. Quand il voit l'adulte qui vient vers lui demander pardon parce qu'il regrette une chose, une parole, un geste, un commentaire, c'est une belle manière pour lui de sentir qu'il est considéré dans sa personne. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce que l'estime de soi ? La définition de l'estime de soi, c'est l'ensemble des jugements intérieurs que je porte sur ma personne et sur mes actions. Ces jugements intérieurs, ils peuvent être favorables ou défavorables. Le jeune, quand il grandit dans sa croissance, il va vérifier constamment à travers les messages qu'il reçoit, les regards qu'il reçoit des personnes importantes pour lui, s'il est sur la bonne voie. Et il a besoin, et nous, en fait, nous les parents, nous sommes un de ces miroirs. Vous voyez, il y a les parents, il y a les professeurs, il y a les entraîneurs sportifs, il y a les amis au collège, au lycée, les amis deviennent des miroirs importants. En fait, le jeune va se construire à partir de ce qu'il reçoit comme commentaire, comme feedback de ces personnes importantes pour lui. Et à travers leur regard, il va pouvoir apprécier sa personne et ses compétences et son agir. Et en fait, il a besoin de ce retour. Vous voyez, il a besoin de ces feedbacks. S'il n'entend jamais ce qu'il est capable de faire, s'il n'entend jamais telle ou telle qualité qu'on apprécie chez lui, ce sera compliqué pour lui d'y croire. En fait, le jeune, il a une intuition de ce qu'il est et de ce qu'il est capable de faire. Mais il a besoin d'une validation extérieure pour ensuite voler de ses propres ailes. Et en même temps, toute la vie, on en a besoin. Quand vous sortez d'une réunion et que votre manager vous dit vraiment merci pour cette réunion que tu as vraiment bien animée, chacun a pu participer,
merci beaucoup, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait du bien. Voilà. Et c'est ça ce qu'on va être en étant ces miroirs de nos enfants, c'est de chercher à refléter le beau, le bon et le bien qu'il y a en eux. Alors ça demande un effort de notre part de volonté, d'avoir ce regard aussi, parce que parfois il y a nos émotions qui débordent et tout ça, mais d'avoir cette volonté à un moment de choisir, de dire mais qu'est-ce que je veux en fait regarder chez mon enfant, et de pouvoir être ce miroir avec cette conscience qu'il a besoin de ce feedback pour se connaître lui et apprécier qui il est, sa personne et ses compétences. Alors, ces jugements, donc, ils vont s'appuyer sur l'expérience et sur les feedbacks. D'accord ? Donc, l'expérience, par exemple, une répétition d'une expérience heureuse, il arrive à prendre le bus tout seul pour aller au collège. Ça s'ancre en lui comme une compétence. Et du coup, il sera capable de reprendre le bus ensuite pour aller voir un copain parce qu'il sait qu'il est capable de prendre le bus. De la même manière, une expérience malheureuse qui se répète peut induire chez lui la croyance qu'il n'est pas capable de ça. Et les feedbacks, voilà, tous les retours qu'il va avoir, les commentaires, les remarques, les paroles soit valorisantes, soit dévalorisantes, ça peut s'inscrire en lui. Et surtout, si ça se répète, ça peut devenir une certitude. Je suis bon à la course. Mon entraîneur sportif me l'a dit, mon père me l'a répété. Je vois bien que j'ai gagné le dernier cross. Voilà, je suis bon à la course. Ça devient une certitude. Donc, il y a l'expérience et le feedback. Et ces jugements en nous, ils se font de trois manières, trois représentations sensorielles. En fait, nous, les humains, on passe un temps fou à nous juger, à nous évaluer, à nous comparer. Et ça se fait de trois manières en nous. Le visuel, c'est les images. Quelle image j'ai de ma personne ? Est-ce que je me vois plutôt à travers un défaut physique ? Est-ce que je vois ma personne tout entière ? Quelle image j'ai de mes projets ? Est-ce que je me vois plutôt réussir ? Ou est-ce que je me vois plutôt échouer ? C'est aussi, nos jugements, ils passent aussi à travers notre dialogue intérieur. Qu'est-ce que j'ai tendance à me répéter ? Est-ce que, en moi, je répète plutôt les paroles, les commentaires qui m'ont découragée, qui m'ont dévalorisée, qui m'ont humiliée ? Ou est-ce que je suis aussi habitée des compliments ? Vous voyez, des paroles qui m'ont encouragée, qui m'ont consolée parfois, qui m'ont valorisée. Qu'est-ce que j'écoute en moi ? Ça, vous pouvez en prendre conscience quand vous vous entendez parler tout seul dans votre voiture ou quand vous avez, à la suite d'un échec aussi, qu'est-ce que j'ai tendance à me dire ? Et en écoutant vos enfants dans ces différentes situations, vous pouvez aussi prendre conscience de leur dialogue intérieur. Et puis nos émotions. Est-ce que je suis plutôt une personne habitée d'émotions ? Donc voilà, qu'est-ce que je ressens quand je pense à ma personne, à mes actions? Est-ce que je suis plutôt optimiste ? Est-ce que je suis plutôt pessimiste de nature? Quelles sont les métaphores que j'ai sur la vie? Est-ce que je vois la vie comme un chemin possible de plein de possibilités, ou plutôt comme un chemin rempli d'obstacles? Voilà. Ces trois aspects-là, ça m'appartient parce que c'est à l'intérieur de moi. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'estime de soi, du travail sur l'estime de soi, de grandir dans l'estime de soi, c'est qu'à chaque moment de ma vie, à tout âge, je peux transformer ça parce que c'est intérieur et donc ça m'appartient. Et donc il y a un moment où je peux décider d'écouter autre chose. Je peux décider de me voir autrement. C'est ça, et c'est là où vous pouvez toujours vraiment garder cette espérance pour vos enfants quand vous êtes un peu malheureux qu'ils manquent de confiance en eux ou d'estime de leur personne. C'est de vous dire, mais à tout moment, ils peuvent changer ça, parce que c'est un travail intérieur. Alors, il y a une distinction importante que Jean Montbourquet fait assez clairement. L'estime de soi, souvent on pense confiance en soi. L'estime de soi, c'est en fait à la fois l'estime de sa personne, et là on va plutôt parler d'amour de soi, le fait de s'aimer. Est-ce que je crois que je suis digne d'être aimée telle que je suis ? Telle que je suis, avec mes forces et mes limites, mes faiblesses, mes qualités.
Et l'estime de soi pour ses compétences, pour son agir, pour ce que je fais. Et donc là, c'est beaucoup plus la confiance en soi. Est-ce que je crois que je suis capable d'apporter quelque chose à ce monde, que j'ai une place à prendre, ni plus ni moins, mais une place à prendre dans ce monde. Alors on va maintenant prendre le temps de décortiquer ensemble qu'est-ce que l'amour de soi et qu'est-ce que la confiance en soi, parce que vous voyez, c'est comme les deux racines à partir desquelles l'arbre va ensuite se déployer. Voyez, et à la fois, en fait, notre enfant, il a besoin des deux. Et nous, comme parents, on va chercher à favoriser à la fois l'amour de soi de notre enfant, qu'il puisse s'aimer, se reconnaître digne d'être aimé tel qu'il est, que l'amour, ça ne se mérite pas, ça se reçoit, ça s'accueille, parce qu'il le mérite. Il n'a pas besoin de le mériter, justement, il est digne de cet amour. Et la confiance dans ses compétences, comment est-ce que je vais pouvoir favoriser cette confiance dans le fait qu'il est capable et qu'il a des compétences propres. Alors pour ça, je vous invite à prendre le tableau que je vous ai distribué. Juste pour que vous ayez une idée, vous voyez un jeune qui aurait une bonne confiance en lui, bonne confiance dans ses compétences, mais qui manque d'amour de lui. C'est une personne qui va chercher par tout ce qu'il fait, à faire beaucoup de choses en fait, pour se faire aimer, avec ce but inconscient de se faire aimer. Vous voyez, de s'engager, de prendre des responsabilités, de se proposer pour tout faire. Il va être beaucoup dans le faire pour essayer de rechercher en fait inconsciemment cet amour. Et à l'inverse, une personne qui a un sain amour d'elle-même, qui se reconnaît aimée, qui se sait aimable, mais qui manque de confiance dans ses compétences, c'est une personne qui va chercher plutôt à séduire pour compenser son manque de confiance en elle par une forme de séduction. Vous voyez, de chercher par ses charmes, par sa gentillesse, par sa sociabilité, à faire oublier un peu que son manque d'engagement, de responsabilité, de prise d'initiative. Donc, d'où l'importance d'avoir à la fois de se savoir aimable et capable. Alors, on va commencer par prendre dans le tableau donc le haute et basse estime de soi pour sa personne. Alors, ce tableau, il est à prendre comme il est. C'est un tableau résumé. Certains items, moi, me parlent beaucoup, donc je les ai mis. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça reflète exactement ce qui se passe concrètement dans la vie, mais ça donne des points de repère. Et en parcourant ce tableau, je vous donnerai au fur et à mesure les outils qui peuvent justement aider à favoriser d'abord cet amour de soi, le fait que notre enfant se sache aimer, se reconnaisse comme une personne aimable, et ensuite la même chose pour la confiance en soi. Alors, premier item, apprécie... Est-ce que tout le monde a les papiers ? Ça va ? Ouais. Premier item, donc apprécie son physique ou se concentre sur un défaut. Alors ça parle du regard. Vous voyez, quel regard je porte sur ma personne ? Est-ce que mon ado, elle se voit à travers son bouton d'acné, ou est-ce que elle voit toute sa personne et que elle a un autre regard sur elle ? Alors pour ça, ne lésinez pas en compliments. N'hésitez pas à faire des compliments. Vous, les papas, faites des compliments à vos filles. Vous êtes le premier homme de leur vie. Donc voilà, qu'elle puisse vraiment s'appuyer sur ce regard que vous portez sur elle pour elle aussi porter ce regard sur elle. Apprécie ses qualités ou met surtout l'accent sur ses défauts. Alors là, c'est vraiment une chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à exprimer. Peut-être que vous le faites déjà. Moi, ça a été une découverte, l'importance de dire les qualités, d'exprimer les choses. En fait, on a beaucoup entendu, attention, il va se reposer sur ses lauriers. Aujourd'hui, on reconnaît que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt en exprimant ses forces, ses qualités, que le jeune va aller vers ça, en fait. Il va aller vers ce qu'on lui dit de beau et de bon et de bien chez lui. Alors là, je vous propose de prendre quelques minutes. Vous pouvez poser votre feuille, là, sur vos genoux. Vous pouvez poser votre feuille, vous pouvez même fermer les yeux et voir
à l'intérieur de vous le visage de votre enfant ou de chacun de vos enfants si vous en avez plusieurs. Vous voyez leur visage, vous voyez leur personne. Et vous laissez monter en vous tout l'amour que vous avez pour eux. Alors peut-être que ce qui monte d'abord, c'est de la colère, parce que vous êtes disputés avant de partir, vous avez eu une contrariété, vous avez un problème en ce moment avec un enfant. Alors c'est ça ce qui vient d'abord. Vous laissez passer et vous laissez maintenant monter tout l'amour que vous avez pour lui, pour elle, pour eux. Et en accueillant cet amour, en laissant monter tout cet amour paternel, maternel, vous allez nommer une qualité que vous appréciez chez votre enfant, chez chacun de vos enfants. Quand vous avez trouvé cette qualité, vous pouvez prendre, je vous ai mis un post-it dans le flyer, un post-it sur lequel vous allez pouvoir écrire cette qualité que vous voudriez donner à l'un de vos enfants ou à vos enfants, si vous en avez plusieurs, et vous pouvez formuler en « je ». Alors je vous ai mis un exemple. Inès, ce que j'aime chez toi, c'est que tu sais rire de toi. On peut rire ensemble dans beaucoup de situations. Et ça, j'aime ça. Voilà, de pouvoir dire en je, vous voyez que ça vienne de vous. C'est pas parce que c'est bien, voilà, c'est parce que vous appréciez ça chez lui, chez elle. Alors, je vous ai mis des idées de qualité en bas, mais vous avez sûrement trouvé celle que vous voulez donner à votre enfant. Alors, je vous laisse rédiger comme vous voulez. Ceux qui ont fini, vous pouvez préparer une qualité à donner à votre conjoint. Je vois qu'il y en a encore qui écrivent, alors j'attends un petit peu, mais pendant ce temps-là, les autres... Est-ce que c'est bon pour vous? Besoin d'une minute? Bien. Voilà. Alors, n'attendez pas le mariage de votre enfant pour lui donner ça. Vraiment, profitez voilà, on peut vivre ça dès maintenant, cette joie de se dire ce qu'on aime chez les uns ou chez les autres en famille. Troisième item, n'a pas tendance à se comparer aux autres ou au contraire a tendance à se comparer aux autres à son désavantage. Alors ça, en donnant à nos enfants leurs qualités, en leur faisant connaître, découvrir leurs qualités, prendre conscience de leurs qualités, c'est un moyen que, du coup, leurs critères d'appréciation d'eux-mêmes soient à l'intérieur d'eux-mêmes et non plus en comparaison à l'autre. Mais s'ils ont conscience de leurs qualités propres, ils vont pouvoir reconnaître celles de l'autre sans se sentir amoindris.
Et pour les aider aussi à sortir de cette comparaison aux autres, c'est de poser un regard sur eux comme une personne unique, d'avoir cette conviction que chacun de nous est unique et chacun de vos enfants est unique dans sa personnalité, vous voyez, dans ce qu'il est. Là, on est vraiment dans l'être, dans l'estime de sa personne. Dans sa personne, il est unique, dans ses qualités, dans ses limites aussi, dans ses talents, dans sa manière d'être. Il est unique. Et donc, c'est de pouvoir éviter les comparaisons aux frères et sœurs, les comparaisons aux cousins, aux cousines, voilà, ce qui peut parfois nous être là dans notre... Ça va sortir, et de pouvoir transformer ça et au contraire, chercher plutôt la comparaison par rapport à lui-même. Où est-ce qu'il en était il y a quelque temps Vous voyez que peut-être il a 7 en dictée, mais la dernière, il avait eu 5. Il y a donc eu une progression pour lui. Et en fait, c'est ça que vous allez mettre en avant. Parce que c'est ça qui va lui permettre d'arriver peut-être à 10 la prochaine fois. Et s'il y a une progression, vous n'avez même pas besoin de demander la moyenne de la classe. Voyez, ce qui va être intéressant pour lui, c'est sa progression par rapport à lui-même. Donc c'est de le faire aussi entrer, lui, dans cette découverte que ce qui est intéressant pour lui, c'est la progression par rapport à lui-même. Et ce qui peut les aider aussi parfois, c'est d'avoir un modèle. Vous voyez, donc les deux seules comparaisons intéressantes, c'est par rapport à lui-même, où est-ce qu'il en était avant, où est-ce qu'il en est maintenant, dans tel et tel domaine, de pouvoir remarquer ses progrès, et puis un modèle, la modélisation, quand j'ai un modèle, ça me motive. Je voudrais faire comme lui, être comme lui. Ça motive et ça donne de l'élan. Voilà. Se montre original, petit 4, se montre original ou se contente d'imiter les autres. Voilà, si votre enfant, vous pouvez faire une distinction là entre le caprice de l'enfant qui voudrait absolument le sweet machin truc, ou en fait discerner, est-ce que finalement mon enfant, il n'a pas juste besoin de passer inaperçu dans le groupe. Il est à l'âge du collège ou peut-être du début de lycée. Et c'est encore, pour lui, ce serait plus facile s'il passait inaperçu dans le groupe. Bon, là, c'est de faire cette distinction. Dans ces cas-là, le vêtement, un peu comme tout le monde, ça va lui permettre simplement d'être à l'aise, d'être tranquille par rapport à cette question des vêtements et du coup de moins s'en occuper. Oui. Et puis plus tard, il apprendra qu'il n'a plus besoin de ça pour être lui-même et pour être bien dans le groupe. Mais voilà. Se considère a priori aimé des autres ou se méfie du regard des autres qu'il juge a priori hostile. Ça parle du regard qu'il porte sur lui-même. D'accord ? Donc plus vous allez l'accompagner pour qu'il porte ce regard, qu'il voit en lui ses qualités, ce qu'on apprécie chez lui, sa beauté, voilà. Plus du coup, il aura... à se considérer a priori aimé des autres. Celui qui se méfie du regard des autres, c'est cette personne qui aurait tendance à lire dans la pensée des autres, mais de façon néfaste pour lui. Vous voyez, c'est elle m'a pas parlé, elle m'a pas regardé ce matin. Ouais, ça, à mon avis, elle est plus, elle a plus envie de me dire bonjour, elle veut plus qu'on discute. Vous voyez, c'est de l'interprétation du silence, du regard, j'ai vu un tel et un tel parler ensemble et voilà, je me sentais exclue. C'est cette interprétation qui est nuisible pour l'estime de soi. Et là, c'est de se dire, comment est-ce que je pourrais interpréter ça autrement ? Ou alors même ne pas l'interpréter du tout. Petit 6, fait des remarques bienveillantes sur sa personne ou se montre critique de lui-même et se donne des noms malveillants. Ça, c'est tout l'enjeu de l'estime de soi, c'est faire des remarques bienveillantes sur sa personne, c'est d'arriver à se considérer comme sa meilleure amie. Et ça, quand il y a un de vos enfants qui fait des remarques sur lui-même, des remarques plutôt négatives sur lui-même, vous pouvez lui dire, mais qu'est-ce que tu dirais si ta meilleure amie, elle avait eu cette sale note, qu'est-ce que toi tu lui dirais ? En fait, tu peux te dire ça aussi à toi. Et moi, je te le dis. Voyez, lui apprendre à se considérer lui-même comme son meilleur ami, ou se considérer elle-même comme sa meilleure amie. Écoute les critiques des autres et les juge pertinentes, petit 7, ou est très sensible aux critiques des autres. Petit 8, se console quand il commet des erreurs ou subit des échecs ou se blâme et s'accable pour ses erreurs et ses échecs. Là, petit 6, petit 7, petit 8, c'est mon dialogue intérieur. De quoi je suis habitée ? Qu'est-ce que mon enfant a tendance à se dire quand vous l'entendez se parler ? Qu'est-ce qu'il a tendance à répéter ?
En fait, il faut savoir que dans notre intériorité, il y a comme un théâtre avec des voix qui se répondent. Vous voyez, ces voix, elles sont faites des messages qu'on a entendus dans notre vie, des messages qui ont été pour nous prophètes de bonheur et des messages qui ont été pour nous prophètes de malheur. Les prophètes de bonheur, c'est tous ces messages qui nous ont encouragés, valorisés. Et puis les messages prophètes de malheur, c'est les messages qui nous ont plutôt humiliés, découragés, dévalorisés. Et en fait, voilà, dans notre intériorité, il peut y avoir plus l'un que l'autre parfois. Et c'est de prendre conscience de ça et de se dire qu'est-ce que je choisis d'écouter. Vous voyez, et grandir dans l'estime de soi, c'est de retrouver cette liberté de qu'est-ce que je choisis d'écouter. Figurez-vous que Walt Disney, on lui disait toute sa scolarité, mais tu manques d'imagination. Voilà. Steven Spielberg, il avait des notes pourries à l'école, il n'a même pas pu rentrer à sa première école de cinéma. Michael Jordan, il était même pas sur la liste de l'équipe de basket du lycée. C'était le seul à pas être sur la liste parce que un de ses coachs sportifs lui disait « Non mais toi, tu es un petit joueur de basket ». Voilà, qu'est-ce que seraient devenues ces personnes si elles avaient écouté leur prophète de malheur ? Et nous et vos enfants, qu'est-ce qu'ils écoutent dans leur vie ? Et nous, comme parents, on peut être ces personnes qui vont... On peut être celui ou celle qui va donner, répéter le message, rappeler le message prophète de bonheur qu'il a reçu. Vous voyez, si on a un enfant qui a tendance à écouter davantage le message prophète de malheur, nous, comme parents, on peut lui rappeler, mais souviens-toi, mais qu'est-ce qu'elle avait dit ta prof la dernière fois ? Ou qu'est-ce qu'elle avait dit ta copine la dernière fois ? Ou ta grand-mère, tu te souviens du compliment qu'elle t'avait fait ? Voilà, d'être cette mémoire pour notre enfant pour que lui aussi, il puisse se souvenir de ça et être aussi habité par ça. Et par rapport aux erreurs et aux échecs, plus je fais comprendre à mon enfant qu'il a le droit de se tromper et que ça n'a pas besoin d'être parfait pour être bien, plus il va avoir confiance en lui pour réessayer, pour recommencer. Et plus il sera capable de se consoler quand il commet des erreurs ou qu'il subit des échecs. Et par rapport au message parfois prophète de malheur, là, nous, notre rôle, ça peut être aussi d'aider, donc je disais rappeler les prophètes de bonheur, et aussi aider nos jeunes à juger de la pertinence des remarques qui leur sont faites. Je vois en seconde et en première, il y en a beaucoup qui me disent « Non, mais on m'a dit ça, mais je m'en fous ». Bon, ça, c'est pas... Ils ont l'impression, du coup, d'avoir une bonne confiance en eux, parce qu'ils s'en fichent. Mais en fait, ça peut cacher ça, un manque de confiance en soi dans le fait que je peux recevoir, on peut me dire, là, sur ce point-là, tu pourrais progresser. Là, il y a telle chose qui n'a pas été. Quand tu as agi comme ça n'a pas convenu. Là, c'est d'aider notre jeune à se dire, mais en fait, quand il y a une erreur, qu'est-ce que j'en apprends ? Vous voyez ? Et nous, comme parents, c'est aussi à nous de, est-ce que moi, je vois aussi l'erreur comme ça ? Est-ce que je vois l'erreur comme un moyen de me dire, qu'est-ce que j'en fais de cette erreur ? Qu'est-ce que j'en apprends ? Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la remarque qui m'est faite ? Peut-être que j'ai pas aimé le ton sur lequel elle m'a dit, mais que je reconnais qu'elle a raison sur un point. Et je vais garder ça. Ok, t'aimes pas le ton. Là, je comprends ça. Tu t'es senti peut-être jugé ou humilié devant les autres. Voilà, tu gardes juste ce qui est intéressant, c'est-à-dire que là-dessus, elle dit que je sais pas quoi. De garder le contenu de la remarque qui va être intéressante. Et ça, nous, comme parents, on peut vraiment aider nos jeunes à juger de la pertinence des remarques qui leur sont faites. Celles qui sont à pas garder et celles où il y a quelque chose à garder. Multiplie les métaphores épanouissantes sur la vie, entretient des opinions négatives sur la vie. Là aussi, quelle est l'ambiance familiale ? Est-ce qu'on voit la vie plutôt comme un chemin de possibilités ou est-ce qu'on voit ça comme une succession de souffrances, des choses difficiles. Bon, ça rejaillit aussi sur nos enfants. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste d'en prendre conscience. C'est que ça peut rejaillir et ça peut vous permettre de comprendre ce qui fait que votre enfant, lui, c'est comme une éponge sur qui rejaillit ce que vous... Allô ? Ouais. Rejette les fausses identifications qu'on lui prête ou accepte les fausses identifications dont on l'accable. Alors ça, sur ce point-là, je m'arrête 2 minutes. C'est ce qu'on appelle plus vulgairement les étiquettes.
voyez, ces étiquettes, non mais t'es comme si, toi t'es trop sensible, ou ah non mais toi t'es le clown de la classe, ou en famille. En famille, alors il y a l'artiste, il y a le futur ingénieur, il y a le rigolo, il y a le créatif, et chacun est dans sa boîte, et peut se sentir un peu coincé dans sa boîte en fait. C'est juste de prendre conscience que ces étiquettes-là, parfois en plus, elles viennent plutôt d'une bonne intention, parce que ça peut même être une qualité. Mais en fait, c'est juste de prendre conscience que si c'est une étiquette, ça peut l'enfermer. Et lui, il peut se sentir limité. Ah ouais, donc je suis ingénieur, donc là, voilà, ça, il faut que je sois ingénieur, donc allez, j'y vais dans les maths, etc. Peut-être qu'il est bon dedans, mais en fait, il a juste envie de passer du temps à créer, à dessiner, à jouer du piano. Donc, c'est juste de transformer l'étiquette. Alors pour ça, je vous propose de faire maintenant, en fait, de prendre conscience, d'identifier un commentaire que vous dites sur un de vos enfants ou sur plusieurs de vos enfants, quelque chose qui revient régulièrement. Vous voyez, du style, pour ceux qui ont des enfants au primaire, celui qui renverse son bol régulièrement le matin, bah, ça devient « mais tu renverses tout le temps ton bol, mais qu'est-ce que t'es maladroit !» Vous voyez, donc là, il y a la généralité, le tout le temps, le toujours, ou l'ado qui oublie toujours ses affaires, mais t'oublies toujours tes affaires. Vous voyez, le toujours. T'es vraiment tête en l'air. Alors là, il va s'identifier, je suis tête en l'air, j'oublie mes affaires tout le temps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que son comportement va s'adapter aux étiquettes qu'on lui dit. Vous voyez, si vous lui dites, bah, t'es lent, t'es timide, t'es tête en l'air, il va se comporter avec lenteur, en restant dans sa timidité et en continuant à être tête en l'air. Vous voyez, c'est l'impact vraiment de ces étiquettes sur mon comportement. Et ça, on peut vraiment changer ça. Alors, si vous prenez là maintenant, identifiez, vous pouvez écrire au dos de votre feuille, identifiez une chose qui revient dans votre bouche régulièrement. Voilà. Encore une fois, quand on est dans la croissance personnelle, on n'est pas en train de se juger. Ce qui compte, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. D'accord ? Voilà. Un commentaire qui revient. Je vous laisse une minute pour écrire. Quand vous avez identifié ce commentaire, vous allez commencer par remplacer la généralité. Vous voyez, sortir de la généralité pour entrer davantage dans la nuance, pour que ce soit reconnaître que c'est un comportement circonstancié. C'est maintenant, c'est en ce moment, c'est comme ça. Mais intérieurement, je crois que ça peut changer. Et ça va s'entendre dans mon vocabulaire, dans ma façon de parler à mon enfant. Donc remplacer la généralité, préférer le parfois, quelquefois, en ce moment. Utiliser ensuite un autre verbe que le verbe être. En fait, le verbe être a un pouvoir très, très fort d'identification. Et c'est de pouvoir utiliser un autre verbe. Je ne suis pas comme ça. Vous voyez, notre enfant, il est beaucoup plus que sa maladresse, il est beaucoup plus que son côté tête en l'air. Et de limiter ça à un comportement, en ce moment, c'est comme ça. Ou j'ai remarqué ça. Donc là, je vous ai mis un exemple. Qu'est-ce que tu es lente ? En ce moment, je peux dire, en ce moment, je trouve que tu fais tes devoirs lentement. Distinguer, vous voyez, le comportement de la personne. Ça, c'est quelque chose à avoir vraiment en vous, quand vous adressez à vos enfants, de distinguer le comportement de la personne. Ça va beaucoup favoriser l'estime de soi de l'enfant, parce que ça lui donne toute la possibilité de recommencer, de transformer, d'avancer, de continuer à se construire, à grandir. Et puis, fondamentalement, en fait, de changer mon regard. Parce que c'est vrai que quand ça fait une semaine que mon enfant renverse son bol le matin,
En fait, j'arrive au petit-déj et j'attends la goutte qui va tomber du bol. Vous voyez, c'est comme si je posais déjà ce regard sur mon enfant là et j'attends. Donc c'est de pouvoir changer ce regard pour le voir autrement, voir autre chose en lui. Donc ça demande un effort de notre part, hein, de voir autre chose, d'avoir confiance, peut-être même de lui confier quelque chose à porter. Vous craignez pas trop au départ. Et il va voir qu'il y arrive. Vous allez pouvoir valoriser ça et ça va être le début d'une... il va découvrir qu'il n'a pas juste de la maladresse. Il en a parfois, et puis parfois, il a autre chose. Il est capable de porter un truc. Celui qui oublie tout le temps, vous pouvez lui confier quelque chose à penser. Je te confie ça, je voudrais que tu dises ça à un tel. S'il l'a bien fait, ça va lui montrer, vous allez le remarquer, et ça va lui montrer qu'il est aussi capable de ça. D'accord ? Peut-être qu'il va continuer à oublier certaines de ses affaires, mais aussi, il va pouvoir développer sa responsabilité de se souvenir des choses de temps en temps. Se tient droit, petit 11, je continue, se tient droit et sûr de lui-même, ou prend un air abattu et déprimé. Oui, en effet, la posture parle de l'amour de soi. Si vous avez un jeune qui regarde par terre, c'est pas forcément parce qu'il n'a pas appris les bonnes manières, mais c'est peut-être qu'il est un peu ennuyé, il est un peu coincé dans son mal-être. Et plus je l'accueille avec le non-jugement et un regard vraiment bienveillant, c'est-à-dire où je veux voir le bien en lui, plus, même si j'ai quelque chose de moins agréable à lui dire, plus il va se redresser. Petit 12, accepte ses émotions et sait les exprimer, ou refuse d'accepter ses émotions et les refoule. Alors là, c'est tout un truc en famille, les émotions. Ça peut être explosif dans un sens ou dans l'autre, de joie, de colère, voilà. Mais c'est la vie, en fait. Tant qu'il y a des émotions, il y a de la vie dans la famille, donc c'est bon signe. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions ? Plus vous allez permettre à votre enfant, plus vous allez accueillir son émotion, plus lui-même va être capable va se reconnaître, en fait, aimer aussi dans tout ce qu'il est. Concrètement, c'est de prendre le temps d'écouter avant de vouloir dire ce que vous voulez dire. Vous voyez, parce que très vite, quand notre enfant parle, tac, tac, on sait déjà là ce qu'on veut lui dire. Et c'est de prendre le temps d'écouter ce qu'il veut dire. Votre petite fille qui sort du primaire là et qui vous dit à la récré, Paul, il n'avait pas voulu jouer avec moi. Franchement, j'étais toute seule, j'étais triste, etc. Nous, comme parents, on peut avoir cette volonté, cette bonne intention de vouloir rassurer rapidement, de vouloir que notre enfant se calme et retrouve, qu'il soit content rapidement. Et du coup, on va dire « Oh, mais t'as plein d'autres amis, t'as dû sûrement aller jouer avec d'autres amis, hein, c'est ça, hein ?» Et du coup, en fait, ça ne donne pas la possibilité à notre jeune d'être reconnu, juste d'être entendu dans sa... ça a été un peu dur pour lui. Et il s'est senti peut-être un peu seul à la récré aujourd'hui. Et juste de pouvoir dire « Ah oui, t'étais déçu, t'aurais voulu jouer avec Paul, et Paul a pas voulu jouer avec toi, ouais, je comprends que t'es déçu. » De prendre ce temps-là, avant ensuite d'ouvrir, bien sûr. Et alors, comment tu as réagi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Voilà, pour ouvrir, bien sûr, vers qu'est-ce que je peux faire dans cette situation et ne pas rester dedans. Mais prendre ce temps. Vous voyez votre jeune un peu plus ado là, qui rentre un soir en disant « Ah maman, Sophie, elle fait un dîner samedi soir, juste le week-end de guide. C'est pas possible, je suis dégoûtée. J'avais trop envie d'y aller, ça va être trop sympa. » Alors là, vous vous dites « Ah bah non mais, attends, l'engagement, c'est l'engagement. Hein. Tu t'es engagé au guide, attends, elle compte sur toi. L'engagement, c'est l'engagement. » Ou de dire, mais attends, les guides, t'adores ça, ça va être hyper sympa. Tu vas voir, tu vas adorer. Tu vas être très contente. En fait, c'est de prendre d'abord le temps de dire, juste d'accueillir ce que l'enfant est en train de vivre et de le rejoindre dans ce qu'il est en train de vivre. Ah bah oui, tout le monde va se retrouver là samedi soir. Ouais, je comprends que tu sois déçue. Sophie invite justement ce samedi, ça tombe vraiment mal, je comprends que tu sois déçue. Vous voyez, c'est de prendre ce temps-là avant de passer à autre chose, avant de poursuivre. Et voilà.
C'est ça, accueillir l'émotion de notre enfant, prendre ce temps de rejoindre l'enfant. Et vous allez voir qu'il va se sentir considéré comme une personne, il va se sentir autorisé à vivre la déception, la frustration. Il va découvrir que souffrir n'est pas mourir, on peut ensuite passer à autre chose et vivre avec ça. Mais vous lui aurez donné un beau cadeau qui est celui d'accueillir en lui tout ça, tout ce qui vient. Il a le droit aussi de se sentir déçu, triste, frustré. Et la même chose quand il vous exprime de la joie, un truc où il a été super content, n'hésitons pas à prendre le temps de relever cette joie. Et c'est vraiment seulement quand il se sentira compris et écouté que là, il pourra vous écouter ce que vous avez à lui dire. C'est prendre de bonnes décisions selon une méthode efficace ou n'arrive pas à prendre la moindre décision, il reste toujours hésitant. Ça, ce sera le cas pour les personnes qui inconsciemment pensent qu'elles doivent tout faire parfaitement pour se faire aimer. Donc c'est plus difficile de prendre une décision si je pense qu'il faut que ce que je fasse, ce soit parfait. Vous voyez, on va plutôt rester à ce moment-là dans l'hésitation. Donc là, c'est d'apprendre petit à petit de donner à notre enfant la possibilité le droit en fait de se tromper. Et c'est ça qui va lui permettre de sortir de son hésitation et d'y aller. Voilà pour l'amour de soi. Pour comment accompagner nos enfants pour leur permettre de grandir dans cet amour d'eux-mêmes. Alors pour la confiance en soi, celui qui a une forte confiance en lui-même ou celui qui a une faible confiance en lui-même. Alors on retrouve, vous voyez les images, le dialogue. A une vue positive et optimiste de ses projets, ou a une vue négative et défaitiste de ses projets, persévère malgré les obstacles ou abandonne, entretient un dialogue optimiste et positif ou entretient un dialogue pessimiste et négatif, est confiant de réussir, ça c'est donc mon ressenti, ou redoute l'insuccès. Ça c'est la stratégie des champions, vous voyez. J'ai une vue optimiste de mes projets, je persévère malgré les obstacles, j'entretiens un dialogue et je suis confiant que je vais réussir. Les images, comment je me parle et ce que je ressens. Renaud Lavillenie, celui qui a sauté, le champion de saut à la perche, là, qui a dépassé les 6 mètres, c'est comme ça qu'il a dépassé les 6 mètres. Il s'est préparé psychologiquement, il s'est vu intérieurement, il voyait le mouvement de son corps qui passait la barre des 6 mètres et tous ses muscles en tension pour passer la barre des 6 mètres. Il s'est entendu dire, il s'est sans doute répété ce que son coach lui avait dit, t'es capable de le faire, tu l'as fait en entraînement, tu peux réussir aussi là. Et fort de ces images valorisantes et de ces images qu'il avait préparées de lui en train de passer la barre, c'est comme s'il s'était programmé intérieurement pour réussir. Et il y a un lien très fort entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se réalise concrètement dans notre vie. C'est comme si on créait vraiment le climat favorable pour réaliser ce qu'on voudrait réaliser. Voyez. Alors ça, c'est typiquement 2 jeunes qui ratent leur bac blanc. On verrait la différence entre celui qui se dit ouais, j'ai raté mon bac blanc, c'est foutu. Et puis celui qui se dit j'ai raté mon bac blanc, donc là ça veut dire qu'il faut que je bosse quand même un peu plus pour réussir l'autre, mais voilà, je vais bosser et en bossant, je sais que je pourrais améliorer ça. Et vous voyez, on voit là que chez l'un et chez l'autre, l'intériorité est habitée de paroles différentes, d'images différentes. Prend des risques ou ne prend aucun risque, se rappelle ses succès passés ou se rappelle ses échecs. Pour grandir dans la confiance en soi, sachons valoriser nos succès, les succès de nos enfants, aussi petits soient-ils. N'attendons pas qu'ils fassent des trucs dingues pour les souligner. Dans notre vie, il y a beaucoup de quotidien, il y a beaucoup d'ordinaire, mais qui peut être soulevé, qui peut être reconnu, qui peut être valorisé. Si dans ma vie, il n'y a que en fait, ça, c'est normal. Ça, par contre, c'est raté. Ça va pas. Vous voyez bien que dans ma vie, il y a ça, c'est raté, ça va pas. Et ça, c'est normal. C'est dur de vivre avec ça. Et c'est compliqué d'avoir confiance dans le fait que je suis capable de faire des choses, qu'il y a besoin de moi dans ce monde. Si je suis habitée de ça, c'est raté, ça va pas, ou ça,
c'est normal. Quand est-ce qu'on me dit, mais ça c'est bien, vas-y, ça c'est bon, ça c'est... Vous voyez, donc sachons valoriser, sachons dire en fait à notre enfant ses succès aussi petits soient-ils. Alors on va faire ça maintenant, vous allez préparer maintenant une chose, remarquer les succès de nos enfants aussi petits soient-ils. Alors repérez une chose depuis la rentrée, une chose que vous avez remarqué, que votre enfant soit un domaine où il a progressé, une chose que vous avez remarqué à la maison, mieux, un service rendu, une tâche accomplie comme vous l'avez demandé. Je vous laisse quelques minutes pour prendre soit pour un de vos enfants ou pour chacun de vos enfants. Depuis la rentrée, de quoi vous voudriez le féliciter, le remercier? Voilà. En l'ayant écrit, ça aide ensuite pour pouvoir vous l'avez sous la main pour le dire, ou vous en avez pris conscience, c'est formulé en vous, pour pouvoir l'exprimer à votre enfant, à vos enfants. Le fait de dire en fait ce qui est réussi, ce qui a marché, ce que vous avez apprécié, ça crée en lui un scénario de succès. Vous voyez, ensuite il est capable de dire bah, ça, je sais faire. Ah oui, je suis compétent là-dedans. Ah oui, je peux refaire ça. Et c'est ça ce qu'on cherche, à lui permettre de créer en lui un scénario de succès. Vous voyez là que, en tout cas, entre les deux exercices qu'on a fait avant, trouver la qualité, exprimer une qualité, c'était une qualité de sa personne. Et là, c'est quelque chose qu'il a fait, qu'il a réalisé. Pour faire grandir l'amour de soi, pour que mon enfant se sente aimé pour sa personne et compétent, je distingue bien les deux. Vous voyez, il y a ce qui relève de sa personne, ce qu'il est, et ses compétences. Donc plus dans le domaine de l'agir, du faire. Petit 7, accueille les compliments et les félicitations des autres ou se méfie des compliments ou des félicitations. Alors ça, c'est la condition pour grandir dans la confiance en soi, c'est d'être capable d'accueillir les compliments qui me sont faits. Mais prenez conscience une seconde juste pour vous-même. Qu'est-ce que vous faites d'un compliment? Quelqu'un qui vous donne un compliment. Est-ce que vous dites merci, vous l'accueillez, vous êtes contente, vous voyez, vous êtes content, vous en nourrissez, vous en souvenez, vous le laissez quelque part en vous? Ou alors, est-ce que vous dites non, mais c'était rien, t'inquiète pas, non, mais t'en fais pas. Et là, c'est comme si le bouquet de fleurs, je le balance par terre. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je fais du compliment? Plus je vais me accepter, et c'est en ça que l'estime de soi, souvent on me dit, mais attendez, on va devenir orgueilleux là, si on a trop d'estime de nous. Mais en fait, c'est un véritable chemin d'humilité, de savoir accueillir le compliment. C'est de reconnaître, bah oui, là, tiens, il y a quelque chose qui a été apprécié en moi, ou qu'on a reconnu. Donc ça, en fait, c'est le seul truc qui ne va pas dépendre de nous. C'est si notre enfant accueille ou pas toutes les marques
qu'on va lui donner, les marques d'affection, les marques d'attention. Ça dépend pas de nous. La seule chose qu'on peut faire à ce moment-là, si on sent qu'il répète indéfiniment qu'il est nul, qu'il répète toujours les trucs qui vont pas, là, il y a un moment où vous pouvez lui dire, écoute, moi ça m'est arrivé là en début d'année, mon garçon qui est en CM2, qui me dit, tu vois maman, là, voilà, toutes les matières, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et là, je lui ai dit, parce que vraiment, concrètement, j'avais des arguments réels, je connaissais ce qu'il était capable de faire, je lui ai dit, mais je ne suis pas d'accord. Ok, toi, tu trouves que tu es nul, mais moi, je ne suis pas d'accord. Et je lui ai redit, regarde, tes évaluations que j'ai signées la semaine dernière, tu avais eu quelle note? Ah bah oui, il y avait des A, il y avait des TB, il y avait des... Ok, en espagnol, c'est plus difficile. En anglais, c'est vrai que bon, tu aurais voulu avoir une meilleure note. C'était plus difficile pour toi. Et là, mais en français, en histoire géo, en maths. Et en fait, il y a un moment où je lui ai dit, mais en fait, après, moi je te dis ça, maintenant, à toi, tu es libre de choisir. Et il y a un moment où vous pouvez mettre votre enfant devant ce choix, en fait, parce que là, ça ne dépendra plus de vous. À toi de choisir. Tu vois, tu as eu les appréciations de ta prof, tu as eu ces notes-là, donc les profs, ils ont reconnu que tu avais fait un bon travail puisqu'ils t'ont mis une bonne note. Tu peux continuer à voir que ce qui est raté, donc en espagnol et en anglais, ou tu peux voir aussi ce qui est réussi en histoire géo, en sciences, en maths, en français. Vous voyez, c'est de le renvoyer à ce choix-là, parce que l'estime de soi, c'est d'aller chercher à éveiller en lui sa conscience intérieure, son maître intérieur, que lui puisse, à un moment, voler de ses propres ailes. Vous voyez, donc reconnaître, faire ce choix lui-même. Mais nous, comme parents, on peut accompagner vers ça. Et quand on a une visibilité, parfois un regard plus large sur ce qu'il est capable de faire, les bonnes notes qu'il a eues aussi pour le domaine scolaire, ou les amis qu'il a, celui qui vous dit j'ai pas d'amis, de lui rappeler la carte postale qu'il a reçue l'été dernier, l'invitation à l'anniversaire au mois de juin. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu choisis? Tu veux continuer à avoir qu'est-ce que tu veux continuer à avoir? Qu'est-ce que tu choisis? Se sent stimulé par de nouvelles expériences ou se sent confortable dans la routine, est confiant d'être à la hauteur des tâches proposées ou craint de ne pas pouvoir remplir les tâches demandées. Alors là, encore une fois, on revient sur le perfectionnisme. Ce sera difficile pour un jeune qui a une tendance au perfectionnisme. Probablement, c'est celui-là qui aura peur de ne pas pouvoir remplir les tâches demandées. Donc là, à nous, parents, de dire, mais vas-y, tu peux te tromper, c'est fait pour ça l'école, sinon... on serait déjà tous... voilà. On n'aurait pas besoin d'être là. Demande de l'aide et est confiant de l'obtenir ou est gêné de demander de l'aide. Alors ça, j'insiste beaucoup avec les ados, là, en seconde première, où souvent ils disent « Non, mais moi, j'ai rien de besoin de demander à personne, je gère tout seul, comme ça, j'embête personne. » Voilà. Bon, en fait, là, il y a une confusion entre confiance en soi et indépendance. Vous voyez, donc là, l'indépendance, c'est j'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul. Mais si j'ai confiance en moi, je suis capable de reconnaître, avoir confiance en soi, c'est reconnaître mes forces, mes compétences, mais aussi mes limites, et continuer à croire que j'ai de la valeur, même avec mes limites, et que j'ai quelque chose à donner à ce monde, même avec mes limites. Donc là, un signe de confiance en soi, c'est de pouvoir demander de l'aide. Et ça, on peut, comme parents, on peut le faire par l'exemple. De dire, écoute, là, aujourd'hui, j'y arrive pas, je sens que je suis débordée aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien ranger J'ai fait les courses, mais ça me rendrait service que tu ranges le plein de courses. Est-ce que tu peux le ranger? De pouvoir demander de l'aide, reconnaître qu'on a besoin d'être aidé. Et c'est ça qui, petit à petit, va aussi permettre à notre enfant de demander de l'aide à son tour. Et en tout cas, lui dire, mais tu as le droit de demander de l'aide. Cherche le défi et l'aventure, cherche avant tout la sécurité, aime relever les défis comme celui de parler en public, ou craint les regards et les commentaires du public. Tout ça, c'est les images et le dialogue intérieur. Vous voyez, jeudi dernier, en atelier, il y a une jeune femme qui disait « Ah non, et moi, je ne peux pas parler en public parce que j'imagine que je suis à poil, c'est horrible. »
J'ai l'impression que les regards des gens, ils me voient tous à poil. Alors je dis, ah oui, je comprends que ce soit compliqué de parler en public si c'est cette image que tu as à l'intérieur de toi. Mais vous voyez, c'est ça, ça revient à ces images, hein, quand je vous disais ce champion de soi soit en hauteur, là. Et c'est pareil quand ils ont quelque chose à préparer, qu'ils puissent s'appuyer sur des expériences où ils ont réussi. Vous voyez, qu'ils puissent faire venir en eux vraiment ces expériences où ça s'est bien passé. Tel oral, bah ouais, ça s'est bien passé. Donc là, je stresse pour l'autre. Bah, je vais me mettre en situation. Comment ça s'est bien passé ? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé ? Comment est-ce que j'étais ? Comment ça s'est senti ? Comment je me suis sentie ? Voilà. De pouvoir être habité, bah voilà, bah oui, j'avais bien parlé, je connaissais mon sujet, de pouvoir se préparer intérieurement à ce nouvel oral, par exemple. Donc, vous voyez, encore une fois, on revient vraiment à toute la préparation intérieure, qui va avoir des conséquences, qui va créer un climat favorable pour ce que je vais vivre. Se sent encouragé à la suite de ses réussites ou devient stressé à la suite de ses réussites. Alors, celui qui est stressé à la suite de ses réussites, ce serait celui qui se dit, bah, si j'ai réussi, non, mais c'est parce que l'examen était facile. Par contre, s'il rate, là, il reconnaît que vraiment il s'est planté et que c'est de sa faute. Vous voyez, donc là, du coup, c'est compliqué de pouvoir s'appuyer sur ses réussites parce qu'il a du mal à les reconnaître. Et au contraire, du coup, ça génère du stress la prochaine fois. À chaque fois, ça régénère du stress. Voilà, alors pour résumer tout ça, les conditions gagnantes qui vont favoriser l'estime de soi de sa personne et l'estime de soi pour ses compétences, c'est les marques d'affection, vous voyez, les marques d'affection qui sont gratuites. Ça va favoriser, ça va permettre à mon enfant de se reconnaître aimé et aimable. Et les marques d'attention, vous voyez, je fais une distinction pour vraiment différencier l'être et l'agir. Et on ne peut pas mélanger les deux parce que sinon, qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre enfant ? Si je lui fais un gros câlin, donc vous voyez une marque d'affection, quand il a vidé le lave-vaisselle, eh ben, il va croire que lui, il est aimé quand il rend service. Et petit à petit, ça va s'intégrer en lui. Je suis aimé quand je rapporte un bon bulletin, quand je rends service, quand je corresponds bien à ce qu'on attend de moi. Et là, on n'est plus dans l'amour gratuit et il risque du coup toute sa vie d'être en quête de cet amour à travers tout ce que je peux faire pour correspondre aux attentes des personnes importantes pour moi. Donc vous voyez jusqu'où ça peut mener. Donc vraiment, l'importance de distinguer, t'as vidé le lave-vaisselle, merci beaucoup, tu m'as vraiment rendu service. Et ça, votre enfant sera très content de ça, de vous avoir rendu service et de voir qu'il est capable de vous rendre service. Et une demi-heure après, vous pouvez le prendre dans les bras, vous pouvez lui manifester votre affection, mais déconnecté de ce qu'il a fait pour vous. L'affection, c'est gratuit. C'est parce qu'il est là. C'est vous célébrez sa présence, c'est gratuit. C'est inconditionnel. Donc les marques d'attention, ça va être le bravo, le félicitations, les encouragements, tout ce qu'on a vu qui suscite la confiance en soi. Voyez. Ça, c'est en lien avec ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Mais les marques d'affection, elles sont gratuites. Célébrer un anniversaire, ça ne peut pas être une punition. L'anniversaire, c'est sa personne, c'est son arrivée dans la famille, c'est sa naissance. On célèbre la personne. Une punition, elle serait en lien avec son agir. Donc ce serait une conséquence de son agir. Voilà, on avait dit une demi-heure de jeu vidéo, tu as fait 3 quarts d'heure. Conséquence, la prochaine fois, tu auras 1 quart d'heure. Vous voyez, c'est comme une conséquence. Mais privé de marque d'affection, ça peut pas être, ça peut pas susciter du coup, ça susciterait une confusion en fait dans la personne. Et puis avoir une bonne estime. Alors oui, je vous avais remis le détail, mais là il est 22h. On va arrêter le détail des marques d'affection, mais en fait c'est résumé tout ce que je vous ai dit quand on a parcouru le tableau. Les marques d'affection, c'est l'accueil quand il part, prendre ce temps d'accueillir votre enfant quand il rentre, quand vous le retrouvez le soir, d'aller lui dire bonsoir si vous arrivez un peu plus tard, de passer dans sa chambre, de prendre des nouvelles, d'exprimer ses qualités. Vous voyez, ce temps de l'accueil, ce temps du bonjour, des au revoir,
d'exprimer ce que vous appréciez chez lui, de s'intéresser à lui. Ces moments de qualité, l'écoute, écouter ses émotions, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, je vous ai mis un peu le résumé là de ces marques d'affection. Paroles respectueuses de la personne, donc éviter les généralités. Parler davantage en jeu. Voilà, je m'énerve quand je vois tes affaires. Je m'énerve quand je vois tes affaires par terre. Vous voyez, c'est pas mon enfant qui est énervant, c'est moi qui m'énerve parce que j'ai besoin d'ordre. Vous voyez, pour sortir du tu, t'es énervant. Ça peut être blessant pour l'estime de soi à la longue, voilà. Mais de revenir à un message en jeu. Je suis énervée. Ça, c'est possible parce que voilà, les mots. Voilà. Et ça, de dire ça, je suis énervée parce que je vois encore les affaires par terre, ça m'appartient et l'enfant n'est pas affecté par ça. Il reconnaît qu'il doit ranger son manteau, il a bien compris le message, mais ça ne l'affecte pas dans son être. Donc, les messages en jeu. Et lui demander son avis. Lui demander son avis, c'est petit à petit, dans notre dialogue, de passer de... C'est moins le parent en moi qui parle, celui qui dit ce qu'il faut faire, mais plutôt l'adulte qui va chercher à éveiller ce que je vous disais tout à l'heure, le maître intérieur de notre enfant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu ferais ? Vous voyez, par rapport à une situation ou même un échec, qu'est-ce que t'en penses ? Lui demander son avis. Et ensuite, vous pouvez dire, bah voilà, moi, ce que j'en pense, c'est ça. Mais qu'il soit pris en considération. Et c'est une belle manière d'éveiller sa conscience. Les marques d'attention, donc là, voilà, je vous ai résumé ce qu'on a vu avec le tableau sur favoriser la confiance en soi, l'estime de ses compétences, remarquer les actes, donc vraiment cette idée de verbaliser, comparer l'enfant à lui-même par rapport à ses progrès, faire confiance, croire qu'il a la capacité d'apprendre, qu'il a la capacité de s'améliorer, donner des objectifs réalisables, proposer des activités pour donner l'occasion de découvrir ses talents. Ça, j'ai l'expérience avec ma fille qui est pas très scolaire et pour qui le domaine scolaire, ça peut être parfois un peu compliqué. Voilà. Le fait qu'elle ait des activités dans lesquelles elle se sente bien, elle sent que ça marche, que là c'est bon. Ça... Voilà, donc je vous laisse avec ça ce soir et j'ai envie de terminer en reprenant cette phrase que je vous ai mise au début. Il est bon que tu vives, cela change quelque chose au monde. C'est avec ce regard-là qu'on va... c'est ce regard-là qu'on va porter du mieux qu'on peut porter sur nos enfants.